Bonsoir, de vastes prairies, des vaches en liberté, une ferme château. On imagine tous que la viande que l'on consomme tous les jours provient en ligne droite d'exploitation comme celle-ci. C'est le cas si vous achetez votre steak en boucherie ou en supermarché. Par contre, si vous mangez des plats préparés ou surgelés et que vous fréquentez les fast-foods, attention, cette viande-là fait l'objet d'un commerce international plutôt opaque que nous allons décortiquer ce soir. Vous allez entre autres comprendre comment des milliers d'Européens ont mangé durant des mois de la viande de cheval en pensant manger du bœuf. Voici notre sommaire. Saviez-vous que du minerai de viande compose souvent les plats préparés? En clair, vos lasagnes et moussaka sont faites avec des déchets de boucherie. Ils coûtent 5 fois moins cher que du steak. Ici, vous avez des minerais de bœuf, ce sont des petits muscles de bœuf et des chutes de découpe de bœuf. Malheureusement, nous n'y voyons souvent que du feu. Il est délicieux. Pour gonfler encore leurs bénéfices, certains industriels peu scrupuleux ont même remplacé le bœuf par d'autres viandes, toujours par souci d'économie. Le cheval, ça nous coûte entre 20 et 25% moins cher à l'achat. Nous allons vous expliquer comment parfois la viande elle-même est aussi remplacée par des graisses végétales. En réalité, moi je sais que quand c'est écrit Green Nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. Viande, la globalisation à quel prix? C'est notre première enquête ce soir. Deuxième question, fast-food, que mangez-vous vraiment? Ces dernières années, le kebab connaît un succès croissant, au point de voir des chaînes de restaurants se consacrer exclusivement à cette grillade. On vise 700-800 points de vente à l'international. Pourtant, le secteur connaît aussi beaucoup de soucis sanitaires. Pour la santé, c'est pas très bon. Entre autres parce que la viande, souvent importée, est manipulée sans précaution. Je suis pas conscient de ce qu'il fait et du danger qu'il peut faire courir aux consommateurs. En fin d'émission, nous verrons aussi comment l'industrie agroalimentaire s'introduit partout, y compris là où on l'y attend le moins, comme par exemple dans la préparation des crêpes. Nous sommes ce soir à la ferme Marchand à Loyers, près de Namur. Une belle exploitation traditionnelle qui élève des bleus blancs belges et des vaches Aubrac, du très bon bœuf dont nous sommes friands en Belgique et en France. Ces bêtes seront pour la plupart destinées à nos boucheries ou à nos restaurants car elles produisent une viande de qualité. L'industrie agroalimentaire préfère, elle, se fournir ailleurs et parfois très loin, comme en Roumanie par exemple, car la viande y est nettement moins chère. Cette viande-là, c'est alors bien souvent des chutes de découpe. On appelle cela du minerai de viande. Ce sont en quelque sorte des restes de carcasse. Cela semble incroyable, pourtant aujourd'hui ce minerai de viande s'échange sur les marchés internationaux via des traders spécialisés et selon des filières complexes. Ce minerai atterrit ensuite dans des moussakas, des lasagnes ou des quiches lorraines industrielles. Alors comment s'y retrouver dans ces plats tout faits? Comment savoir d'où vient exactement le bœuf ou le poulet que vous consommez? Viande, la globalisation à quel prix? Voici tout de suite une enquête édifiante de nos collègues de TAC Presse France. Elle est signée Julie Pichot. Dans nos supermarchés depuis quelques semaines, il y a un rayon que les consommateurs fréquentent avec appréhension, c'est celui des plats surgelés. Les ventes de produits à base de bœuf se sont effondrées. 50% de baisse environ depuis qu'a éclaté l'un des plus grands scandales alimentaires de ces dernières années. Burk, c'est le mot du jour. Du cheval dans mes lasagnes, fondus, rôtis, froides, ces plats cuisinés. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Il y a comme un doute. Du cheval découvert dans des lasagnes pourtant garanties pur bœuf. L'affaire a relancé le débat sur la malbouffe. Des millions de consommateurs se sont sentis trompés. On ne sait pas finalement trop ce qu'on mange et c'est pas normal. C'est quand même un petit peu scandaleux parce que on a trompé les gens. Alors pendant plusieurs semaines, nous avons enquêté sur les plats que nous consommons au quotidien. Car dans ce scandale à l'échelle européenne, ce sont les méthodes des industriels de l'agroalimentaire qui sont pointées du doigt. Pour la première fois, nous avons pu pénétrer dans l'usine qui a préparé les fameuses lasagnes à la viande de cheval. Nous y avons découvert que nos plats cuisinés sont souvent fabriqués avec des ingrédients de base bien surprenants. Ici, vous avez des minerais de bœuf, ce sont des petits muscles de bœuf. Si je vous mets un morceau de cheval à côté surgelé, c'est pareil. Exactement. Vous allez comprendre comment pendant des mois, de la viande de cheval a pu être utilisée à la place de viande de bœuf sans que personne ne s'en aperçoive. Et alors les fameuses lasagnes, vous n'aviez pas senti qu'il y avait du cheval? Non.
Ça avait le même goût que... Ça a le même goût que le bœuf, oui. Nous avons aussi remonté toute la filière de la viande jusqu'aux abattoirs roumains. C'est ici qu'a été découpée la viande de cheval qui a fini dans nos plats, pourtant garantis 100% bœuf. Aujourd'hui, il y a une différence entre le prix du bœuf et celui du cheval. Le cheval, ça me coûte entre 20 et 25% moins cher à l'achat, parfois même jusqu'à 30% de moins. Vous allez voir que dans ce pays de l'Est, certaines filières d'approvisionnement sont pour le moins inattendues. J'ai vendu un cheval 130 € cet automne. Il mordait, il était agressif, je voulais pas le garder. Lors de notre enquête, nous avons aussi découvert que pour casser toujours plus les prix, les industriels de l'agroalimentaire n'hésitent pas à revisiter les recettes traditionnelles. En réalité, moi je sais que quand c'est écrit grillade nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. C'est une préparation à base de 51% de viande hachée avec des protéines végétales. Viande dans les plats préparés, jusqu'où vont les industriels pour nous proposer des prix discount? C'est l'objet de cette enquête au cœur de votre assiette. Les consommateurs l'ignorent, mais la plupart des plats cuisinés que nous achetons dans nos supermarchés ne sont pas préparés par les grandes marques qui les vendent. Pour fabriquer leurs lasagnes, hachis parmentier, chili con carne ou moussaka, ces marques font appel à des sous-traitants. On les appelle les transformateurs. Les fameuses lasagnes à la viande de cheval qui ont fait scandale ont été préparées par l'un de ces transformateurs. Un industriel installé au Luxembourg qui s'appelle Comigel. Pour la première fois, Comigel a accepté de s'exprimer et d'ouvrir les portes de son usine. Notre enquête débute donc au Grand-Duché du Luxembourg. Très connu pour ses banques, ce petit pays possède aussi quelques fleurons de l'industrie agroalimentaire européenne. Dans une zone industrielle, à 40 km de la capitale, voici l'unité de production de Comigel spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés. C'est derrière ces murs qu'ont été fabriquées les lasagnes qui ont défrayé la chronique pendant des semaines. L'homme qui nous reçoit, c'est Jean-Luc Dumont, le responsable hygiène et qualité de l'usine. Voilà, donc ici on va s'équiper avec une paire de surchaussures. Mis en cause dans ce scandale alimentaire, Jean-Luc Dumont tient d'emblée à nous montrer que toutes les règles d'hygiène et de sécurité sont parfaitement respectées dans son usine. Un immense atelier entièrement automatisé. Ici, des dizaines de millions de barquettes congelées sont fabriquées chaque année par une armée de robots et quelques humains. Ce jour-là, ce ne sont pas des lasagnes, mais du chili con carne qu'on prépare. L'assemblage sur ligne, ça démarre ici. Donc par la mise manuelle des barquettes sur la ligne. L'obsession de Jean-Luc Dumont, c'est de produire toujours moins cher. Alors quel que soit le plat préparé, il applique toujours la même recette. Pour les ingrédients de base, il ne se fournit pas vraiment auprès de petits producteurs locaux, mais il commande en gros, ce qu'il trouve de moins cher dans le monde. Ici, nous sommes dans un frigo où on va trouver l'essentiel des matières premières dont on a besoin pour faire le plat cuisiné qui est sur ligne aujourd'hui. Vous avez ici différents ingrédients liquides reçus en conteneur. Du vin rouge. Qui vient d'où? Qui vient d'Espagne. Et là? On a de l'huile. Des centaines de litres d'huile, de la sauce tomate par container entier, de l'ail en cubes congelés, des tonnes de haricots rouges. Avec les produits les moins chers du monde, il fabrique un chili con carne low cost à moins de 2 € le kilo. C'est parce qu'il possède le savoir-faire pour fabriquer des plats cuisinés à prix cassé que Findus, mais aussi Picard et des marques de distributeurs comme Carrefour, Casino ou Monoprix ont tous fait appel à Comigel pour préparer leurs lasagnes. Elle devait être pur bœuf, mais on y a trouvé de la viande de cheval. Vous allez comprendre pourquoi. Le problème, lorsqu'on veut fabriquer un plat cuisiné, qu'il s'agisse de chili con carne, de moussaka, de hachis parmentier ou de lasagne, c'est qu'il faut de la viande hachée, beaucoup de viande hachée.
Et c'est un problème pour Jean-Luc Dumont, car c'est justement l'ingrédient qui lui coûte le plus cher. Alors, pour réduire ses coûts de production, l'industriel a un petit secret qui se cache au fond de ses grandes caisses rouges. Voici la viande qu'il utilise. Pas vraiment du steak de boucherie, mais un mélange de muscles et de gras qui se présente sous la forme de très gros blocs congelés d'une dizaine de kilos. On appelle cela du minerai de viande. Ici, vous avez des minerais de bœuf, ce sont des petits muscles de bœuf et des chutes de découpe de bœuf. Donc, ils sont congelés chez le fournisseur. On les reçoit à l'état congelé et on va l'utiliser à l'état congelé. Ce minerai congelé ne coûte que 3,50 € le kilo, environ 5 fois moins cher qu'un beefsteak. Voilà pourquoi les industriels de l'agroalimentaire en raffolent. C'est ce minerai qui est au cœur des soupçons de tromperie sur la marchandise. Car pendant 9 mois, Comigel a utilisé du minerai de cheval pour préparer ses lasagnes, pourtant garanties pur bœuf. Soupçonnés de tricherie, les responsables de Comigel clament leur innocence et se disent victimes. Selon eux, c'est leur fournisseur qui les aurait escroqués en livrant du minerai de cheval à la place du bœuf. Mais selon Jean-Luc Dumont, à l'état congelé, il serait impossible de faire la différence entre les deux. S'il peut y avoir des différences d'odeur entre différentes espèces animales, à l'état surgelé, vous ne le voyez pas. Si je vous mets un morceau de cheval à côté surgelé, c'est pareil. Exactement. Le problème, c'est qu'une fois posé sur le tapis roulant, le minerai est avalé par la machine. Il est broyé mécaniquement et échappe à tout contrôle. Selon Jean-Luc Dumont, impossible alors de faire la différence entre de la viande de bœuf ou de la viande de cheval. Vous avez une viande qui est hachée, donc vous avez une viande de couleur rouge, et à ce moment-là, il est impossible pour qui que ce soit de pouvoir identifier l'espèce animale. C'est une viande rouge, c'est tout. Il serait donc impossible de distinguer de la viande de bœuf de la viande de cheval. Ce jour-là, qu'est-ce qui peut donc garantir que c'est bien du minerai de bœuf et pas du cheval qui va garnir le chili con carne de Comigel? Apparemment rien ni personne. Pas même les goûteurs de l'usine qui suivent l'élaboration de la recette. Car ici, chaque préparation fait l'objet d'un test gustatif. Le travail de ce jeune homme, c'est de goûter les préparations toutes les heures pour vérifier qu'elles sont conformes à la recette. Tous nos produits sont goûtés avant d'être envoyés en ligne pour être sûr que le goût est conforme. Et alors les fameuses lasagnes, vous ne saviez pas senti qu'il y avait du cheval? Non. Ça avait le même goût que... Ça a le même goût que le bœuf. Cuisiné avec les herbes, les aromates, le goût est le même. Très bien. Comme le chili con carne aujourd'hui, les lasagnes à la viande de cheval sont passées entre ses papilles pendant des mois et visiblement, il n'a rien remarqué. Personne ne semble donc pouvoir garantir ce qu'il y a au fond de nos barquettes, pas même ceux qui fabriquent les plats que nous mangeons. Vous allez le voir, si une telle situation est possible aujourd'hui, c'est parce que la viande discount utilisée par les industriels comme Jean-Luc Dumont fait l'objet d'une étonnante spéculation à l'échelle mondiale. Une viande qui emprunte des circuits complexes, avec de nombreux intermédiaires. De l'abattoir à notre assiette, un parcours pas toujours transparent, qui rend les contrôles parfois difficiles et permet certaines fraudes. Ainsi, pour fabriquer ces fameuses lasagnes, le groupe Comigel a cherché à obtenir du minerai au meilleur prix. Pour cela, l'industriel a passé commande auprès d'un grossiste en viande installé dans le sud-ouest de la France. Un grossiste qui a lui-même sous-traité cette commande à toute une série de mystérieux intermédiaires basés à Chypre et aux Pays-Bas, des traders. Car cela peut paraître incroyable, mais aujourd'hui la viande se négocie sur un marché mondial, comme le pétrole, le soja, le cuivre ou n'importe quelle matière première. Son prix est fixé par un cours de bourse en fonction de l'offre et de la demande. Le travail des traders, c'est donc de scruter les cours sur le marché et de dénicher la viande la moins chère possible. Et dans l'affaire des lasagnes à la viande de cheval, c'est dans un abattoir situé en Roumanie qu'ils ont trouvé la bonne affaire.
Notre enquête nous conduit donc dans ce pays d'Europe de l'Est où la viande est moins chère. Nous avons retrouvé la trace de l'abattoir roumain au cœur du scandale des lasagnes à la viande de cheval. Il est situé dans une région rurale, à l'extrême nord-est du pays, dans la ville de Botoșani, 115 000 habitants. L'abattoir s'appelle Dolicom. Nous y découvrons un atelier de découpe classique, comme on peut en trouver partout en Europe. L'activité principale des 300 salariés, c'est de désosser les carcasses de bœuf et de revendre la viande sous toutes ses formes. Les bons morceaux sont débités sous forme de beefsteak, de basse-côte ou de gîte de noix. Dolicom en exporte des centaines de tonnes chaque année vers toute l'Europe. L'abattoir nous fait plutôt bonne impression et nous semble très moderne. D'ailleurs, il fait la fierté de Doina Iliescu, la responsable de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Elle nous apprend que l'atelier de découpe vient d'être entièrement modernisé. Ici, c'est la section pour trancher la viande. On a une rangée pour découper la partie avant du bœuf, puis une autre pour la partie arrière. Tout est rationalisé, ce qui permet de découper les morceaux de viande de manière de plus en plus précise. Cette découpe rationalisée a permis à l'abattoir de développer une autre activité, la fabrication du fameux minerai. Tout commence sur ce tapis roulant. Pour isoler les morceaux nobles, le boucher doit sacrifier des centaines de kilos de viande. Ces petites chutes mélangent de muscles, de nerfs et de gras. Ces résidus représentent jusqu'à 15% d'une carcasse. Autrefois jetés à la poubelle, les industriels ont trouvé un moyen de les recycler. Ils sont désormais agglomérés dans ces bacs rouges. Une fois congelés, c'est ce qui formera les blocs de minerai. Vendu entre 3,50 € et 4 € le kilo, c'est un business très lucratif pour le patron de l'abattoir. Mais il y a 2 ans, Lulan Kazakouts a trouvé un moyen de gagner encore plus d'argent. Il s'est lancé dans la fabrication de minerai à partir d'un autre animal qu'il affiche clairement sur son enseigne. S'il s'est lancé dans le commerce de la viande de cheval, c'est qu'elle est encore moins chère à produire que la viande de bœuf. Aujourd'hui, il y a une différence entre le prix du bœuf et celui du cheval. Le cheval, ça me coûte entre 20 et 25% moins cher à l'achat, parfois même jusqu'à 30% de moins. Et vous les achetez où, les chevaux ? On achète des animaux vivants, soit dans un commerce organisé avec des producteurs roumains, soit auprès de producteurs individuels ou dans des fermes. S'il s'est lancé dans le commerce de la viande de cheval, c'est qu'en Roumanie, la matière première ne manque pas. Dans ce pays, le cheval fait partie du paysage et de la vie de tous les jours. Il est utilisé pour tirer les carrioles, labourer les champs, mais aussi comme animal de compagnie. Ici, les chevaux se comptent par milliers. Et lorsque certains propriétaires cherchent à se séparer d'un compagnon en fin de course, ils n'hésiteraient pas à le brader aux abattoirs pour arrondir leur fin de mois. C'est ce que nous avons découvert lors de notre enquête. À quelques kilomètres de Botoșani, comme tous les dimanches matins, se tient l'un des nombreux marchés aux chevaux de la région. Ici, plusieurs habitants nous confient vendre régulièrement des chevaux aux abattoirs de la région. C'est le cas de Mircea Ariga, un agriculteur des environs. Vous avez apporté des bêtes à l'abattoir ? Oui, un cheval cet automne. Est-ce qu'il était vieux ? En fait, c'est surtout qu'il ne tirait pas. C'était un cheval qu'on ne pouvait pas utiliser. Il mordait, il était agressif. Alors pourquoi le garder? Je l'ai vendu pour un prix très faible. Environ 6 millions de lei, ça fait 130 €. Est-ce que ça vaut le coup de le vendre à l'abattoir? Non, ça ne vaut pas le coup. Tu élèves l'animal, tu achètes du maïs, des céréales, tu le nourris et tu vends pour un prix dérisoire. Les abattoirs te donnent quelques lei au kilo. Alors qu'eux, ils se font de l'argent. Ils vendent en euros. Pour les paysans, ce petit commerce ne serait pas une bonne affaire. En revanche, il serait très rentable pour les abattoirs. Selon nos calculs, grâce aux chevaux bon marché, Dolicom fabriquerait un minerai de cheval à prix cassé. Ce minerai se négocie en moyenne 2,20 €, soit 40% moins cher que le minerai de bœuf.
Alors dans l'affaire des lasagnes, l'abattoir roumain a-t-il cherché à vendre du cheval pour du bœuf afin d'augmenter ses bénéfices? Doina Iuliescu, la responsable de la qualité et de la sécurité alimentaire, s'en défend. Selon elle, aucune fraude n'aurait été commise. C'est bien du minerai de cheval qu'on lui avait commandé. Et il était bien étiqueté comme tel, car ici toutes les obligations de traçabilité imposées par la Commission européenne seraient scrupuleusement observées. Et chaque étiquette indiquerait précisément l'origine de la viande. Sur l'étiquette, on indique le nom de morceau de viande, le type d'animal, on a le nom du produit en roumain, ici c'est en allemand, ici en français et même en suédois. Comme vous le voyez, on s'attache à ce que chaque lot de viande soit bien tracé pour éviter les erreurs. Et aussi pour pouvoir prouver que l'on est correct lorsqu'on est accusé à tort, comme dans cette affaire de lasagne à la viande de cheval. Selon les responsables de Dolicom, c'est donc bien un chargement de minerai de cheval étiqueté comme du cheval qui a quitté l'abattoir. Nous voilà donc au cœur de l'affaire. Voilà comment des consommateurs qui voulaient acheter des lasagnes au bœuf se sont retrouvés avec du cheval dans leur assiette. Pour comprendre comment cela était possible, il faut suivre la route de la viande après sa sortie de Roumanie. Nous savons que le minerai a d'abord transité par les Pays-Bas dans les entrepôts du trader qui a passé commande à l'abattoir roumain. Ce trader hollandais, Jan Fazen, est soupçonné d'avoir commandé du cheval et de l'avoir revendu comme du bœuf, valant 2 fois plus cher. Au cœur du scandale depuis le début de l'affaire, il se défend en affirmant qu'il n'y a jamais eu de faute ni de tromperie, selon lui. On lui avait commandé de la viande de cheval et l'étiquette indiquait clairement la mention. Mais les enquêteurs ont un doute, car ce trader est un personnage trouble. En 2009, il a déjà été condamné avec son associé pour une escroquerie identique. Il avait vendu à plusieurs sociétés françaises des milliers de tonnes de fausses viandes de bœuf halal, en réalité du cheval importé du Brésil, du Mexique et du Canada. A-t-il récidivé? Est-il le seul responsable de la fraude? Rien ne le prouve pour l'instant. La suite de notre enquête va nous révéler des éléments troublants. Après la Roumanie et les Pays-Bas, le minerai est passé entre les mains d'un intermédiaire français, un grossiste qui fait la une des journaux depuis les débuts de l'affaire. L'importateur de viande en gros, Spanghero, basé dans le sud-ouest de la France, se serait fait abuser selon lui par son fournisseur roumain. Accusés de fraude par le gouvernement français dès le début de l'affaire, les responsables de Spanghero se défendent et prétendent avoir été grugés. Nous avons commandé de la viande de bœuf, nous avons réceptionné au vu des documents de traçabilité de la viande de bœuf que nous avons réexpédiés. Mais les explications d'un responsable de Spanghero, joint par téléphone, vont se révéler plus confuses. Il va nous livrer des informations étonnantes. Spanghero avait commandé de la viande de cheval ou pas? Non. Spanghero avait commandé de la viande de bœuf, réputée être de bœuf, en tout cas de bœuf. Elle a reçu de la viande qu'elle croyait être de la viande de bœuf. Et sur les étiquettes, sur l'étiquetage, il y avait écrit viande BF, origine Roumanie. Sauf que il s'est avéré que c'était de la viande de cheval. Spanghero aurait donc reçu du minerai de cheval étiqueté viande de bœuf. Mais il faut savoir que chaque livraison est accompagnée d'une facture. Et lorsque la viande est importée d'un pays étranger, cette facture doit comporter le code douanier de la viande. Un code à 8 chiffres qui commence par 0202 pour le bœuf et 0205 pour le cheval. Visiblement, la facture reçue par Spanghero aurait présenté une petite anomalie, qu'il nous confie au téléphone. Sur les factures figurait une suite de 8 chiffres qui était la nomenclature de la viande de cheval. Donc Spanghero estime qu'il a été trompé.
Spanghero aurait donc reçu d'un côté du minerai étiqueté viande de bœuf et de l'autre une facture avec un code douanier à 8 chiffres correspondant à la viande de cheval. Deux informations contradictoires. Spanghero reconnaît avoir fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ce code douanier avant de réexpédier la cargaison vers son client luxembourgeois. Une simple négligence? Certains en doutent. Et en premier lieu, les responsables de Comigel. Après un long voyage à travers l'Europe, le minerai est finalement arrivé dans l'usine de fabrication de plats préparés au Luxembourg. Le responsable de la qualité, Jean-Luc Dumont, nous affirme avoir reçu près de 550 tonnes de viande au total, conditionnée sur des palettes comme celle-ci, avec une étiquette indiquant bien qu'il s'agissait de viande de bœuf. Donc ça, c'est la palette telle qu'elle nous est livrée. Donc sur cette étiquette, vous avez ici le code article. Donc ce code article correspond à une matière première de viande, via bœuf, donc viande de bœuf. Et si vous vous trouvez avec une palette de cheval, que vous la remplacez par une étiquette viande de bœuf, rien ne peut éveiller les soupçons là-dessus. Le produit, il est surgelé, le produit, il a la même couleur, donc voilà. Selon lui, trafiquer les étiquettes ne prendrait que quelques secondes. Rien n'aurait pu éveiller ses soupçons, et pas même la facture correspondant à la livraison. Car selon lui, le code douanier aurait bien indiqué également qu'il s'agissait de bœuf. Pour le prouver, il nous propose de quitter notre tenue d'atelier et de le suivre dans son bureau. Pour la première fois, il va nous dévoiler une information capitale. Les factures qu'il aurait reçues de Spanghero. Les originaux ont été saisis par les enquêteurs de la répression des fraudes. Donc voici ici une facture correspondant à une livraison de viande de bœuf du fournisseur Spanghero, avec ainsi ici l'intitulé du produit, donc avant de bœuf désossé, code douanier correspondant bien à de la viande de bœuf, la quantité livrée, son prix qui est le prix juste de la viande de bœuf, dans ce cas-ci à 3,75 €. Le code douanier commence bien par 0202, celui de la viande de bœuf, alors que Spanghero disait avoir reçu une facture avec un code douanier correspondant à celui du cheval. Le grossiste français a-t-il modifié le code douanier avant d'éditer ses factures pour Comigel? C'est en tout cas la conviction de Jean-Luc Dumont, et la raison lui paraît évidente. Le cours du bœuf, il est plus ou moins stable, même s'il est plutôt à la hausse. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le cours du cheval, les derniers mois, était beaucoup plus bas. Donc quelqu'un qui a envie de tricher et de se faire de l'argent, c'est la meilleure façon pour lui de faire. C'est de la triche, une escroquerie. Donc Comigel en est la première victime aujourd'hui. Spanghero a été rayé de la liste de nos fournisseurs du jour au lendemain. Et ne le reviendra pas. Pour lui, le préjudice serait énorme. Des chaînes de fabrication fermées, des quais de chargement vides. La plupart des clients comme Findus ont annulé leurs commandes auprès de Comigel. Pour les rassurer et pour rassurer le consommateur, Comigel a annoncé qu'il allait mettre en place des tests ADN sur chaque lot reçu pour garantir l'origine de la viande. La marque Findus, qui a commercialisé les lasagnes, estime avoir été trompée par ses sous-traitants et a porté plainte contre X. Depuis, une enquête à l'échelle européenne est en cours. Elle devrait établir la responsabilité de chacun, transformateur, grossiste, trader ou abattoir. Mais quelles qu'en soient les conclusions, cette affaire nous apprend qu'il suffirait simplement de modifier quelques chiffres ou de remplacer quelques étiquettes pour tromper des millions de consommateurs. Avec la fraude aux lasagnes à la viande de cheval, le débat sur la malbouffe est revenu à la une de l'actualité. Et les consommateurs affichent plus que jamais leur méfiance envers les industriels. Ont-ils raison? Pour le savoir, nous nous sommes intéressés à un autre plat consommé chaque jour par des millions d'Européens, le steak haché ou hamburger. À la maison, au restaurant ou au fast-food, nous en sommes friands, surtout les enfants. Il est délicieux. Plus de 15 € le kilo chez un boucher et jusqu'à 3 fois moins en grande surface, à 5 € le kilo. Pourquoi une telle différence de prix? A priori, là encore, les emballages nous promettent des aliments pur bœuf.
Mais est-ce vraiment le cas? D'où vient la viande qui sert à les fabriquer? Quels sont les secrets des industriels pour casser les prix? Vous allez voir que là encore, notre enquête va nous livrer bien des surprises. Lorsqu'on veut acheter un bon steak haché, comme cette mère de famille, rien de tel que de pousser la porte d'une boucherie traditionnelle. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, chez Hugo Desnoyers, un artisan boucher réputé qui fournit les cuisines de l'Assemblée nationale française et du Sénat. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Alors moi je voudrais 5 bons steaks hachés, beaux pour des bons mangeurs. L'artisan boucher va nous expliquer la recette d'un steak haché pur bœuf à l'ancienne. Pour cela, il commence par choisir un bon morceau de beefsteak qui à première vue semble bien tendre. Uniquement du muscle, soigneusement dégraissé. Pur bœuf, ouais. Beefsteak haché. Magnifique. Bien saignant. Comme tous les bons bouchers, il ne sélectionne que les meilleurs morceaux, à l'arrière de l'animal, dans les parties fermes de la cuisse d'une race de vache réputée pour sa qualité. Les morceaux de steak haché chez nous, on achète des bêtes entières, généralement de la limousine, à peu près à 80% de notre activité c'est de la pure limousine que j'achète dans la Vienne ou l'Aveyron. Ça va vous faire de la viande qui est très goûteuse. Sa carcasse, il a acheté aux alentours de 8 € le kilo. Résultat, un steak 100% naturel. Mais ça, vous pouvez y aller en toute confiance. Et puis vous avez un goût qui est juste exceptionnel. Rien n'est ajouté, ni eau, ni sel, ni matière grasse. Mes enfants sont comme des fous quand je leur dis que je suis venue chercher de la viande ici, donc voilà. Bonjour, ça va et vous? Oui, ça va. Merci. Vous avez payé combien les steaks hachés, la Delphine? Voilà. Je les ai payés combien? 18,50 €. À 18 € le kilo, c'est un petit plaisir inabordable pour beaucoup d'entre nous. Oui, merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Pardon, au revoir. Du coup, le hamburger s'achète plutôt en supermarché. Au rayon surgelé de nos grandes surfaces, on trouve des steaks hachés jusqu'à 3 fois moins chers. Façon bouchère à 8 € le kilo. Ou en lot familial à 6 € le kilo et même parfois 4 € le kilo seulement. Malgré leur appellation, sont-ils préparés comme chez le boucher? Comme promis par l'étiquette, sont-ils vraiment 100% pur bœuf? Comment ces steaks hachés low cost sont-ils réellement fabriqués par les industriels? Pour le savoir, direction l'ouest de la France, en Maine-et-Loire. Nous avons rendez-vous avec le groupe Elivia, un des plus gros producteurs de hamburgers. C'est Claude Guillaumeau, le responsable hygiène et qualité de l'usine, qui nous fait le tour du propriétaire. Sa spécialité, c'est le steak haché surgelé. Cet énorme congélateur en débite 6 à la seconde, plus d'1 tonne par jour. Les steaks hachés, là, vont où? Nos différents clients sont la grande distribution, ce sont aussi certaines chaînes de fast-food et également la collectivité. Avant de finir dans les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, les fast-food ou dans les bacs des grandes surfaces, tout commence dans cette énorme chambre froide. Des centaines de carcasses. Et pas vraiment de la race limousine ou charolaise que bichonne le boucher du quartier. Ce sont essentiellement des vaches de réforme, des laitières qui sont bradées aux abattoirs lorsqu'elles ne donnent plus assez de lait. On utilise des vaches du troupeau, ce qu'on appelle le troupeau laitier. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont là pour faire du lait, mais à la fin, on en fait de la viande. Alors, c'est vrai que ce sont des animaux qui sont destinés à faire également la même destination, mais c'est des animaux qui ont une conformation plus petite. À gauche, une vache laitière. À droite, une vache à viande. La différence de muscles saute aux yeux. Mais il y a aussi une différence de prix. Une carcasse de vache de réforme se négocie à environ 3 € le kilo, c'est presque 3 fois moins cher qu'une race à viande. Et pour faire baisser ses coûts de production, l'industriel n'utilise pas les morceaux les plus nobles, à l'arrière de l'animal, mais les morceaux de l'avant, moins savoureux et moins tendres. Ils étaient cantonnés autrefois au pot-au-feu.
les viandes de l'avant sont un peu plus fermes, donc elles sont plus appropriées à la transformation en steak haché. Ça serait un peu dommage de transformer du filet en steak haché, vous en convenez. C'est plus cher. Et ça serait obligatoirement plus cher, tout à fait. Utiliser les bas morceaux permet à Claude Guillemot de rentabiliser ses carcasses à 100%. Mais il a aussi une autre astuce pour assurer de gros rendements. Alors que le boucher n'utilise qu'un seul morceau pour fabriquer à la pièce, l'industriel, lui, mélange toutes les carcasses pour fabriquer à la tonne. Une opération entièrement mécanisée, réalisée par toute une série de hachoirs géants et de broyeurs comme celui-ci. Un lot de viande est composé d'environ 1 tonne de viande. C'est l'équivalent d'une centaine d'animaux. Une centaine de vaches dans un mixeur géant, mais ce n'est pas la seule recette de l'industriel pour casser les prix. Après broyage et hachage, voici que l'on obtient un mélange de viande qui fait apparaître de petits points blancs. C'est du gras. Des petites taches apparaissent clairement sur les steaks discount que nous achetons. Car même s'il ne nous l'a pas montré lors du tournage, l'industriel rajoute de la graisse de bœuf. Ça ne coûte presque rien et ça lui permet de faire baisser encore son prix de revient. Pour que les industriels ne soient pas tentés de rajouter toujours plus de gras, le législateur a fixé des limites. La teneur en matière grasse ne doit pas dépasser 20% du poids total d'un steak haché. Ce jour-là, c'est du steak 15% de matière grasse que Claude Guillemot prépare. Je regarde si le taux de matière grasse est conforme au produit fini. Donc 15%, nous sommes à 14,7, donc c'est conforme. Et le taux de matière grasse, en fait, correspond à la qualité gustative que le consommateur attend et au prix également. C'est-à-dire que les viandes qui sont avec un taux de matière grasse plus élevé sont effectivement moins chères que des viandes qualifiées de maigres. Selon nos informations, en bout de chaîne, un steak haché avec 20% de matière grasse coûte 2 fois moins cher à produire qu'un steak haché à 5% de matière grasse. Des vaches de réforme, des bas morceaux, des matières grasses, voilà donc le secret des fabricants de steak hachés pour produire toujours moins cher. Mais ces steaks hachés premier prix que nous retrouvons dans les rayons des grandes surfaces aux alentours de 5 € le kilo, sont-ils si différents au goût qu'un steak préparé en boucherie ? Nous avons demandé à notre mère de famille qui a acheté le steak dans la boucherie d'organiser un petit test à l'aveugle avec toute sa famille. Coucou mon chou. Pour cela, nous avons acheté différentes marques. Ça va mon chou? Entre le steak premier prix surgelé et celui 100% nature préparé chez le boucher, a priori il n'y a pas photo. Là on est sur du 20% de matière grasse. C'est ce que va d'ailleurs confirmer la première épreuve, celle de la cuisson. Premier sur le grill, le steak acheté chez le boucher 18 € le kilo. Il recrache un léger jus de viande, mais pas de gras. En fin de cuisson, la poêle est sèche. Deuxième test avec un steak haché industriel à 5% de matière grasse. Là, il y a un peu plus de gras, mais à la fin, la poêle est sèche. Dernier test avec le steak haché industriel le moins cher à 20% de matière grasse. Cette fois, il rend bien plus de graisse. Une bonne vaisselle en perspective. Mais dans l'assiette, les enfants vont-ils vraiment faire la différence? En dégustant le steak du boucher, c'est surtout le papa qui se montre enthousiaste. Ça ressemble à quelque chose de connu, déjà. Hein le chien se réveille. Au niveau du goût, je crois que... Ouais. On sent la viande. On sent les morceaux. C'est pas de la purée. Alors, numéro 2. Un deuxième steak surgelé à 5% de matière grasse passe le test haut la main avec les enfants. Il est délicieux. Et surprise, le steak le moins cher à 20% de matière grasse est lui aussi plutôt apprécié par les enfants.
Lui, il a un peu une sale tête, mais sinon, il est bon au goût. Le père de famille, lui, est nettement plus sévère. Tu veux avec ou tu veux après? C'est un peu de la purée de viande. Bien froid. La purée de viande. Ouais, c'est... On sent rien dedans. Le papa n'est pas convaincu, mais les papilles des enfants ont finalement relevé assez peu de différence. Alors, pourquoi payer un steak haut de gamme 5 fois plus cher en boucherie? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 3/4 des steaks hachés sont vendus en supermarché. Et ça, les industriels le savent bien. Alors ils ont trouvé une astuce pour écouler toujours plus de viande hachée, et encore moins cher. Retour au supermarché, en compagnie de Jean-Michel Cohen, un nutritionniste de renommée internationale. Direction le rayon surgelé. Noyé au milieu des steaks hachés, une boîte très légèrement différente attire aussitôt son attention. Ici, je suis dans un rayon où j'ai deux choses. Je suis dans le rayon de la viande congelée, hachée. Et j'ai deux produits, je ne sais pas si vous regardez, tout le monde fait ça. Hein. Voilà, les deux prix, si je cache l'étiquette ici, vous voyez bien que les prix, les boîtes sont quasiment identiques. En fait, dans un, j'ai écrit steak haché, c'est une appellation connue, ça signifie donc que j'ai de la viande. Et dans le deuxième, j'ai écrit dit grillade nature. La confusion est assez facile à faire. Il y a la même vision à peu près d'un aliment à cuisiner, mais en réalité, moi je sais que quand c'est écrit grillade nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. Que c'est une préparation à base de 51% de viande hachée avec des protéines végétales. Au dos du paquet, nous découvrons en effet une liste d'ingrédients plutôt étonnante. Seulement 47,6% de viande de bœuf dans la préparation, donc 15% de graisse. Le reste, ce sont surtout des protéines de soja réhydratées. Selon la loi, ça ne peut pas s'appeler steak haché, mais ça y ressemble à s'y méprendre. Et comme c'est moins cher, de nombreux consommateurs se laissent séduire. Le prix avec les protéines végétales est à 4,32. Donc on va se dire qu'on fait une bonne affaire à prendre à 4,32. Non, pas vraiment. On a fait une affaire différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté purement de la viande, on a acheté la moitié de viande. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé réellement? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Évidemment, il y a une différence puisque la protéine de viande est ce qu'on appelle une protéine complète. Donc elle contient tout ce qu'il faut pour que ça soit une protéine de bonne qualité. La protéine de soja, il va manquer des petites choses à l'intérieur. Donc je ne vais pas consommer le même niveau de protéines. Je ne dis pas que ça rendra malade, mais en tout cas, c'est pas pareil de manger soja plus viande ou viande tout court. J'ai pas le même niveau de protéines. Et je n'aurai pas non plus la même quantité de fer à l'intérieur. Or, le fer, c'est très important pour oxygéner nos tissus. Des vertus nutritionnelles moindres qu'un steak haché, mais comment cette grillade se comporte-t-elle dans la poêle? Malgré les colorants, elle apparaît rose pâle, bien loin du rouge d'un bon steak haché. Et après quelques minutes de cuisson, elle a rendu beaucoup d'eau et beaucoup de graisse. Des steaks hachés au soja. Des plats préparés dont on ne connaît pas toujours la recette exacte. Des lasagnes à la viande de cheval. Il semble que certains industriels soient prêts à tout pour produire toujours moins cher, quitte parfois à nous tromper sur la composition des plats que nous consommons, quitte aussi à changer radicalement les recettes ancestrales de certains plats traditionnels. Nous nous sommes intéressés à un grand classique de la cuisine simple, la quiche lorraine. Au rayon frais ou surgelé, on la trouve à prix imbattable, à moins de 3 € la quiche de 400 grammes. Mais vous allez voir qu'à ce prix-là, la quiche industrielle n'a pas toujours le bon goût maison, promis par le paquet. À l'origine, une quiche lorraine, c'est une recette simple. De la farine et du beurre pour la pâte. De la crème fraîche, des œufs frais, du jambon et de l'emmental pour la garniture. Mais lorsqu'on la fait maison, comme nos grands-mères, cela prend du temps, beaucoup de temps. Et ce n'est pas un plat économique. Mais pour cette jeune femme, pas question d'acheter une quiche toute prête. J'ai déjà testé celles qui sont au supermarché, j'ai trouvé ça pas très bon. Et je trouve que fait maison, certes ça prend un petit peu plus de temps, mais la qualité est vraiment meilleure.
Au total, entre la préparation et la cuisson, il faut près d'1 heure pour faire dorer à point sa quiche maison. À la sortie du four, cette texture fondante et dorée a un prix, environ 15 € au total. C'est 5 fois plus cher qu'une quiche de supermarché. Vous allez comprendre pourquoi. Changement de décor, direction non pas la Lorraine, mais la Charente-Maritime, chez Atlantique Alimentaire, une autre usine du groupe Comigel. Ici, on fabrique à la chaîne 5 millions de quiches par an pour la grande distribution. 100 000 quiches par jour, c'est-à-dire 150 par minute, pétries puis moulées à la chaîne, là encore, par des robots. Ces quiches seront vendues entre 1,50 € et 3 € le kilo selon leur taille, mais aussi selon le dosage de garniture. Il ne faut que quelques minutes pour fabriquer, cuire, surgeler puis emballer le tout. Grâce à ce rythme ultra intensif, l'industriel fait baisser ses coûts de production. Mais pas seulement. Ce qui permet à Antoine Doré, le PDG, de gagner de l'argent, c'est surtout sa recette. Pour l'élaborer, il met lui-même la main à la pâte dans ce laboratoire installé au cœur de l'usine. Un endroit stratégique bien loin de la cuisine de grand-maman. Antoine Doré a accepté de nous livrer ses secrets de fabrication pour 2 sortes de quiches, qui n'ont plus de Lorraine que le nom, car les ingrédients qui la composent sont parfois beaucoup plus exotiques. Tout d'abord, Antoine Doré va nous expliquer comment, avec les ingrédients traditionnels, il peut réaliser cette quiche surgelée, commercialisée par une marque de distributeur à prix discount. On est sur un produit avec 30% de viande, un mélange jambon-lardon. Et en termes de prix au kilo? Ça va être ici sur du 2,50 €, 3 €. Pour fabriquer cette quiche 5 fois moins chère qu'à la maison, un Emmental et du beurre à prix discount. Mais encore une fois, c'est essentiellement sur la viande qu'Antoine Doré va faire les économies. Il n'utilise que des chutes de jambon industriel. Là, vous avez ce qu'on appelle des fausses tranches. C'est les tranches qui, sur les lignes de production, ont été cassées, que nous, on utilise pour découper et mettre en avant les quiches. On est sur un jambon qui va coûter 3 € le kilo. C'est environ 5 fois moins cher que le jambon de charcuterie utilisé par notre mère de famille. Mais Antoine Doré a fait encore plus fort. Il a trouvé la recette miracle pour préparer l'une des quiches les moins chères du marché à seulement 1,50 €, 2 fois moins cher que la précédente. Alors là, on va avoir un premier produit de 200 grammes, donc qui va là plutôt être une entrée de gamme, donc avec un pourcentage de viande aux alentours de 10-15%. Pour cette quiche super discount, il ne va pas se contenter de faire des économies sur les ingrédients, il va tout simplement les remplacer, à commencer par le jambon qui laisse la place à ces drôles de petits dés. Vous avez ici un jambon différent de par sa conception, donc celui-là nous arrive déjà découpé. Est-ce qu'il y a autre chose que de la viande dans celui-là? Non, c'est de la viande, mais pas forcément les mêmes parties du cochon que dans un jambon supérieur. C'est pas forcément, on va être sur les mêmes morceaux. En fait, ce n'est plus vraiment du jambon, mais de l'épaule, un morceau du porc 2 à 3 fois moins cher. L'autre avantage de ces dés, c'est d'éviter une étape de découpe, comme le faisait notre mère de famille. À l'échelle industrielle, c'est un énorme gain de temps, et donc d'argent. Ce qui fait la saveur d'une quiche, c'est aussi l'Emmental. Pourtant, lui aussi va disparaître, remplacé par cette préparation fromagère. Voilà, ici un Emmental classique, et puis ici une préparation fromagère, donc avec à peu près 40% de fromage, et puis des protéines de lait et de la matière grasse. Donc on va retrouver la texture du fromage. Par contre, on sera forcément sur un produit moins cher, puisque le taux de fromage est moins important là-dedans. Beaucoup plus gras et beaucoup moins cher vu sa faible teneur en fromage. Cette préparation permet elle aussi d'éviter une étape fastidieuse.
Sur la chaîne de fabrication de l'usine, pas besoin de râper, la mixture se dissout à la cuisson. Mais quel goût peut bien avoir cette préparation fromagère? Le PDG admet que c'est beaucoup moins savoureux qu'un emmental de pays. Là, il y a une différence de goût? Oui. Oui, celui-là est beaucoup plus puissant, mais c'est normal. Là, on est sur du 100% emmental. Là, on est sur du 40%. Heureusement qu'il y a une différence de goût. Mais il y a quand même du goût dans le fromage, la préparation. On sent le goût du fromage. Enfin, exit le beurre, place à la margarine. Ici, on peut par exemple utiliser une margarine qui coûte aux alentours de 1,10 € le kilo, alors que si on veut utiliser du beurre, comme là, même si visuellement il n'y a pas trop de différence, le beurre ça va être plutôt entre 4 € et 4,50 € au kilo. 4 fois moins cher que le beurre, la margarine est aujourd'hui un incontournable dans l'alimentation low cost. Grâce à tous ces produits de substitution, le résultat c'est une quiche à prix plancher, 1,50 €, soit près de 5 fois moins cher qu'une quiche maison. Et le prix dans l'industrie, c'est le nerf de la guerre. Nous sommes de retour à la ferme Marchand, près de Namur, à Loyers, pour évoquer cette fois un autre secteur qui brasse lui aussi des tonnes de viande et qui parfois nous ment sur la marchandise. Nous allons parler du fast-food et plus précisément de la viande à pita, ce que l'on appelle le kebab, une viande de plus en plus populaire. Dans le cas du kebab, c'est souvent l'hygiène qui pose problème. La viande est produite en grande partie à l'étranger, en Allemagne notamment, où elle est parfois manipulée dans des conditions douteuses. Vous allez aussi découvrir comment, dans d'autres fast-foods, certains exploitants multiplient les astuces pour augmenter encore leur marge bénéficiaire au détriment de la qualité. Alors fast-food, que mangez-vous vraiment? Voici la suite de l'enquête de Julie Pichot. Depuis quelques années, nos habitudes alimentaires changent. Le fast-food séduit de plus en plus de monde. Le secteur est en plein boom, le midi notamment pour le lunch. Nous consacrons de moins en moins de temps à nos repas de midi et de moins en moins d'argent aussi, 8 € en moyenne. Et dans la course au rapide et pas cher, il y a de nouveaux sandwichs qui cartonnent, la pita et le kebab. Le kebab à l'origine, c'est une recette traditionnelle turque. Du pain, une sauce blanche, de la salade, des tomates, des oignons et de la viande d'agneau grillée à la broche. Des ingrédients simples et peu coûteux, un sandwich est vendu en moyenne 5 €. Facile à emporter et à manger dans la rue, le kebab connaît une croissance fulgurante, plus de 12% en un an. C'est bien plus que le hamburger et que le sandwich classique. En France et en Belgique, les restaurants pita kebab fleurissent partout. C'est rapide et que c'est bon et qu'on a 3 quarts d'heure pour manger entre les cours et voilà. Je travaille dans le coin et on est obligé de faire vite, donc on n'a pas trop le choix. Oh bah c'est rapide, c'est pas trop cher. Des fois, moi j'ai kebab, c'est moins cher que d'aller dans un restaurant. Il y a toujours des jours où on a envie de s'empiffrer un peu, de se lâcher. Bon, c'est parti, bon bah kebab. Alors, à qui profite ce marché en plein boom? Comment sont fabriqués les kebabs? Et à ce prix-là, a-t-on toujours la garantie de manger sainement? Nous débutons cette enquête dans un fast-food dédié à la pita. Mario, 23 ans, s'apprête à faire ses premiers pas dans l'univers du kebab. Il ne s'y connaît pas du tout en restauration. Il y a encore quelques semaines, il était agent immobilier. Mais dans quelques minutes, il sera opérationnel. Ok. J'ai mon pain qui est ouvert, ok? Je prends ma sauce blanche, toujours un trait. Étape 2, salade. La viande, toujours au-dessus, je la pose. J'enfonce pas, je la pose. Objectif de Mario, apprendre à fabriquer un kebab en moins de 20 secondes. Et pour cela, tout a été calculé au millimètre. Ok, elle arrive là. Voilà, le sandwich, il est fait. La cuisine est faite de façon à aller très vite. Il faut que le débit entre midi et 14h aille très vite. Et chaque machine ici, et si le formateur de Mario a l'air si sûr de lui, c'est que ce n'est pas un formateur comme les autres. Hakim Ben Ottoman, c'est le PDG. Et ce kebab, c'est l'un des 23 restaurants de la chaîne de fast-food qu'il a lancé il y a 10 ans. Hakim, c'est donc le roi du kebab, même s'il a tendance à jouer les modestes. Au début, on ne cherche pas la rentabilité. Moi, quand j'ai créé Navab en 2003, j'ai jamais cherché la rentabilité. J'ai toujours pensé chaîne, je voulais apporter quelque chose de nouveau. Après, si on fait bien son travail, un jour ou l'autre, on gagne. C'est comme un joueur de foot.
S'il joue bien, un jour ou l'autre, ça sera le joueur le mieux payé. Si c'est sur place. Et si Hakim possède aujourd'hui plus de 20 points de vente, c'est qu'il a fait subir au kebab une petite révolution. Car jusque-là, le kebab n'avait pas toujours très bonne réputation. Il faut dire que dans les médias, lorsqu'on parle de kebab, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Infraction aux règles de sécurité alimentaire, normes d'hygiène non respectées. Chaque année, des dizaines d'inspections se soldent par des fermetures d'établissements. Récemment, nouveau scandale. Un kebab dans le sud de la France aurait utilisé de la pâtée pour chien dans certaines préparations de son restaurant. Alors forcément, certains consommateurs s'interrogent. C'est pas rassurant. Moi personnellement, je suis pas du tout cliente. J'aime pas ça. C'est très gras. Ça m'inspire pas. Juste à voir seulement, ça donne pas envie de rentrer. Pour la santé, c'est pas très bon. Mais pourquoi? Je sais pas, je trouve que la viande n'est certainement pas de très bonne qualité. Souvent, les produits sont périmés ou ils sont pas mis au frais. En termes d'hygiène, c'est pas top. Alors, pour se débarrasser de cette image peu flatteuse et attirer les consommateurs dans ses kebabs, Hakim Ben Ottoman a décidé de tout revoir, à commencer par les lieux de vente. 2 assiettes kebab sur place. La première, la sauce, s'il vous plaît. Un restaurant spacieux, des couleurs vives, derrière un grand comptoir, des employés en uniforme. On est servi sur des plateaux repas, sur les murs, des menus géants qui proposent cornets de frites, menu maxi, classique ou cheese. Et à l'étage, une grande salle qui accueille les clients. Bref, Hakim ne s'en cache pas, il a tout copié sur le géant américain des fast-foods. McDonald's, c'est le modèle de tout le monde. Toutes les chaînes de restauration rapide qu'il y a à travers le monde ont copié un jour ou l'autre sur McDonald's. Mais nous aussi, on fait nos recherches, nous aussi, on innove et on avance. Après, est-ce que c'est un modèle? Si un jour, j'arrive à faire comme McDo 800 millions d'euros en France, au niveau de McDo France, plus les franchisés, ils atteignent presque 4-5 milliards en chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est un modèle, c'est énorme. En imitant les leaders du fast-food, Hakim réussit à attirer une nouvelle clientèle, jusqu'ici peu habituée au kebab. Une clientèle de bureaux et de cadres supérieurs. Maintenant, on va se régaler. Comme ses deux habitués. C'est devenu le rendez-vous kebab, en fait, de la semaine. Voilà. Même 2 fois par semaine. Moi, je suis venu une fois et j'ai embarqué tous mes collègues ici en survendant comme si j'étais un actionnaire principal. Jusqu'ici, plutôt réfractaires au kebab, les femmes s'y mettent à leur tour. Qu'est-ce qui vous attire dans ce kebab-là, ici? Il est bon, ça fait assez... ça fait kebab, mais en étant plus dans le genre McDo, donc c'est propre, c'est pas... On a plus confiance sur la qualité de la viande que dans certains kebabs, quoi. Le kebab est un produit rapide et pas cher, et qui peut rapporter gros. Hakim, le patron, l'a bien compris. Comme les autres enseignes de fast-food, il calcule tout au centime près. Et même avec un kebab à 4,50 €, son business reste très rentable. Le prix de revient, c'est quoi? On a une broche, d'accord? Dans un kebab, il y a à peu près 100 grammes. Et c'est la partie la plus chère, si vous voulez, du sandwich, c'est la viande. Et après, donc, ça revient à 1,10 € de viande. Ensuite, il y a le pain, qui coûte à peu près 25 centimes. Et il y a la salade, les sauces. Donc le tout revient à peu près à 1,30 €. 1,30 € le kebab qui sera revendu aux clients 4,50 €. C'est donc plus de 3 € qui restent dans la poche de Hakim sur chaque sandwich. Et pour continuer d'attirer une clientèle toujours plus large, l'entrepreneur n'a pas hésité à transformer la recette d'origine. Il propose de remplacer la pita, le pain traditionnel du kebab, par un naan, un pain indien au fromage. Et il a même investi dans des fours spéciaux, exprès pour ça. L'idée que j'ai eue, c'est bon, il y a 10 ans, je sortais d'un restaurant indien avec ma petite copine simplement, et moi j'adorais le pain indien. Et en fait, j'ai dit tiens, je vais faire ça dans le kebab. Standardisés, vendus dans des boutiques qui ont adopté tous les codes des grandes enseignes de fast-food, les kebabs de Hakim sont en train de conquérir la planète. Aujourd'hui, Hakim a déjà ouvert 24 restaurants en France, mais il ne s'est pas arrêté là. Son enseigne possède 25 autres boutiques dans le reste du monde, à Mayotte et à La Réunion, au Maroc, en Australie et en Guadeloupe, en passant par Montréal, Londres ou Miami. Hakim est toujours entre 2 avions et sa voiture est devenue son bureau. Est-ce qu'on peut faire Lille lundi? Ouais, mardi, Metz, la banque, je mette en place tous les dossiers bancaires de Metz avant qu'on décolle pour Rio.
C'est vrai que le marché international est très important pour nous. Nous, de toute façon, à terme, on veut en faire sur la France 300 à peu près, mais on vise 700-800 points de vente à l'international. 800 points de vente dans le monde, Hakim vise aujourd'hui très gros. Mais il n'a pas toujours roulé en grosse berline avec chauffeur. Issu d'une famille modeste, il a commencé au bas de l'échelle comme simple vendeur de kebab dans un snack à Tours au début des années 2000. À 19 ans, il décide de se mettre à son compte, il emprunte 10 000 € à la banque et ouvre son premier restaurant. C'est pas tout le monde qui vit cette vie-là, mais je me suis donné les moyens de réussir. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé de 19 ans jusqu'à 26 ans, 20 heures par jour. J'ai sacrifié une partie de ma jeunesse pour réussir. Je veux dire, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait de secret. N'importe qui va travailler 4-5 fois plus que d'autres va réussir à un moment ou à un autre. Et l'idée qui va booster ses affaires, c'est d'appliquer au kebab ce que les géants du fast-food américain ont fait avec le hamburger. Des restaurants propres et modernes et des menus standardisés. Résultat, des dizaines d'entrepreneurs indépendants lui ont acheté son concept et le droit d'utiliser sa marque. Chaque franchisé reverse à Hakim Ben Othman 5% de son chiffre d'affaires. C'est ainsi que le jeune homme est devenu le roi du kebab. Il a ainsi pu se permettre de créer avec des associés la première usine de kebab. Nous sommes en Basse-Normandie à Alençon, à un peu plus de 150 km à l'ouest de Paris. Cette usine flambant neuve, c'est le résultat d'un partenariat entre Hakim et un industriel. Bonjour, Ramine, ça va? Ici, les règles d'hygiène sont strictes. Blouse, charlotte et chaussons obligatoires. 90% des kebabs français se fournissent en viande à l'étranger. Mais Hakim, en produisant en France, cherche à maîtriser la filière pour éviter au maximum les risques sanitaires. Voilà. Ils enlèvent les os tout simplement. Pourquoi vous voulez de la viande française? Pour pas qu'il nous arrive ce qui arrive à pas mal de grossistes en ce moment. On veut pas qu'il y ait autant d'intermédiaires. Vous voyez, en ce moment, le problème, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Et à la fin de la filiale, on ne sait plus d'où ça vient. Là, c'est Origine France, c'est contrôlé, 2-3 intermédiaires, donc c'est carré. C'est ce qui nous rassure, nous, de travailler avec une usine qui est française et qui est locale à proximité de notre système de distribution. Mais si les normes d'hygiène sont strictes, la priorité reste de produire une viande à bas prix. Ici, comme dans la plupart des kebabs, il y a longtemps que l'on a abandonné la recette traditionnelle à base de viande d'agneau. On n'utilise que de la volaille, poulet et dinde. C'est beaucoup moins cher. Une fois désossée, la viande est mélangée avec un savant cocktail de curry, de yaourt et de plusieurs épices. Mais là, impossible d'en savoir davantage, Hakim préfère ne pas divulguer sa recette. On a une recette spécifique, on a des épices spécifiques. Même le patron de l'usine, il ne connaît pas. C'est fait par le concept de Nabab va arriver dans des sachets, déjà mélangés. Et nous, on va simplement appliquer la dose qu'il faut mettre pour le nombre de kilos. C'est tout, on n'en sait pas plus. C'est encore plus secret que Coca-Cola, c'est chaud pour moi. C'est chaud. On peut pas, mais attends, sinon après on coule la boîte. Non, c'est la recette. Même mes associés, mes collaborateurs, ils connaissent pas ma recette. Voilà. Dernière étape, les morceaux de viande sont enfilés sur la broche. C'est une broche qui va lui revenir à peu près à 220 €. C'est une broche qui revient à 220 € et qui permet de faire à peu près 1000 € de chiffre d'affaires. D'accord ? Une usine qui produit 10 tonnes de viande par semaine en respectant toutes les normes d'hygiène. C'est l'assurance pour Hakim de garantir un produit sain. Mais cette usine reste une exception. La grande majorité des broches de viande de kebab vendues en France viennent de beaucoup plus loin. Et là, les conditions de production ne sont pas toujours aussi propres. Direction l'Allemagne. On ne le sait pas toujours, mais c'est dans ce pays que le kebab est né, il y a une quarantaine d'années, au sein de la communauté turque. Et c'est cette communauté qui aujourd'hui encore contrôle le business de la viande. Des centaines d'usines allemandes fournissent toute l'Europe. Plus des 3/4 des kebabs français viennent d'ici. Malgré nos demandes, aucun industriel ne nous a autorisé à filmer une de ces usines. Alors nous avons décidé de filmer en caméra cachée. Dans cette usine près de Saarbrück, nous nous présentons comme des restaurateurs français à la recherche d'un fournisseur, mais malgré ce prétexte, on nous refuse l'entrée.
No chef, no kebab. Nous essuierons le même refus dans plusieurs autres usines, mais nous allons finir par avoir plus de chance. Nous sommes dans la banlieue de Berlin, la capitale. Dans cette usine de viande de kebab, le patron a accepté de nous accueillir et de nous faire visiter ses ateliers. Première surprise. Nous entrons sans blouse, ni charlotte sur la tête, ni chaussons aux pieds. En principe, cela devrait être obligatoire. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cet employé est en train de trier des morceaux de veau. L'homme ne porte pas de gants. Il manipule les morceaux de viande à main nue. Le port de gants spéciaux est évidemment obligatoire selon les normes européennes. D'ailleurs, plus loin, un employé est en train de monter une broche de kebab avec des morceaux de veau. Lui non plus ne porte pas de gants. Si les services de l'hygiène pénétraient ici, ils pourraient fermer l'usine sur le champ. Mais le directeur n'y prête aucune attention, comme si c'était une habitude de travail. Ça, c'est le kebab. Le vrai kebab. Là, c'est du veau. Il n'y a que du veau. La visite se poursuit. Le patron tient à nous montrer ses machines pour hacher la viande. Elles ont servi la veille, mais elles n'ont pas été nettoyées. Des morceaux de viande bien visibles sont coincés dans le mécanisme. À quelques mètres de là, des bacs où est stockée la viande avant d'être montée en broche. Visiblement, ils n'ont pas été lavés après avoir été vidés. Une nouvelle violation des normes sanitaires européennes. Pourtant, cette usine livre bien des clients dans toute l'Europe. Oui, aujourd'hui. Et ça sera livré demain aux clients. Demande-lui d'où est-ce que vient la viande. Demande-lui. Woher kommt der Fleisch? De Hollande. De Hollande et d'Allemagne. Direction maintenant le bureau du directeur. Nous entrons en négociation et l'homme annonce son prix de vente. Moi, la viande, je l'achète à 2,30 €. Mais je ne peux pas te la vendre à moins de 3,30 €. Parce qu'il y a du travail pour la préparer. Il y a les salaires, il y a le transport. Et ça ne peut pas être moins cher? Non. 3,30 €. En réalité, c'est extrêmement bon marché. C'est 40% moins cher que dans l'usine française que nous avons visitée. Reste un détail. Étant donné les conditions d'hygiène que nous avons constatées, peu de chances que l'usine possède l'agrément nécessaire pour importer la viande en France. Mais la nouvelle surprise, cet agrément, l'usine l'a bel et bien reçu. Tout le monde doit avoir cette autorisation. Cette autorisation est un agrément européen. Sans cela, nous n'avons pas le droit de produire. Sans ce numéro, nous ne pouvons pas travailler. Comment cette usine qui ne respecte aucune norme d'hygiène a-t-elle obtenu cet agrément européen? Comment les autorités de contrôle allemandes ont-elles pu le lui accorder? Et cette viande risque-t-elle d'arriver dans nos assiettes en France? Lorsqu'il s'agit de contrôler l'hygiène des filières alimentaires, le premier problème, c'est le manque de moyens. Denis Kuhlmann et Julien Malmaison sont inspecteurs auprès de la répression des fraudes. Dans le service, ils sont moins de 10 pour contrôler tout ce que le département de la Moselle compte de commerces de bouche, d'usines alimentaires et de restaurants de toutes sortes. Au total, plus de 1100 lieux qu'ils n'ont évidemment pas le temps de contrôler aussi souvent qu'il le faudrait. Aujourd'hui, ils vont contrôler des kebabs. Il y en a 114 dans leur département. Du coup, ils n'avaient pas remis les pieds dans certains d'entre eux depuis plus de 6 ans. Premier contrôle, première découverte. Dans ce congélateur, une viande attire l'attention des inspecteurs. Ça par contre, c'est quoi? C'est conservé comme ça. Ça a été fait quand je décant. Vous voyez, la couleur, ça commence déjà presque à verdir. Vous voyez, il y a un mois, mais on les congèle quoi, à chaque fois. On les fait nous-mêmes et puis après on les ouvre au micro-ondes quand le client est dans l'ordre. À quelle viande vous faites ça alors?
du bœuf, il y a du bœuf, il y a des oignons. Du bœuf dont la couleur n'est pas très rassurante, comme on peut le voir sur ces photos prises par les inspecteurs. C'est presque vert là. Ça il faut jeter, ça c'est corrompu. Attendez, je vais prendre pour photo parce que là ça c'est plus commercialisable en l'état. Donc là on voit qu'il y a clairement une méconnaissance de la réglementation. Quoi. On n'est pas conscient de ce qu'il fait et du danger qu'il peut faire courir aux consommateurs. Le danger, c'est une intoxication alimentaire. D'après la loi, le restaurateur doit détruire immédiatement le produit suspect. Ça c'est du danger corrompu ça. Vous mettez ça à la poubelle avec un peu d'eau de javel dessus si vous voulez. Lorsque l'infraction est flagrante, les inspecteurs de la répression des fraudes imposent la destruction immédiate de la viande périmée. Ils vont également dresser un procès verbal. En cas de poursuite, le restaurateur risque jusqu'à 7 500 € d'amende. En revanche, Denis et Julien n'ont pas forcément les moyens de vérifier les conditions de fabrication de la viande avant son arrivée dans le restaurant, surtout si elle vient de l'étranger. L'inspection se poursuit dans un deuxième kebab. On va commencer par vérifier l'origine des produits. Donc pour vérifier que l'ensemble des produits, que ce soit les kebabs, que ce soit la viande, que ce soit les éventuels, tout ce qui est merguez, tout ce qui est vendu provient bien d'établissements qui sont agréés pour la mise sur le marché. Comme 90% des kebabs français, ce restaurateur se fournit en viande auprès d'une usine située en Allemagne. Ici, Denis découvre des broches de kebab congelées. Sa mission, vérifier qu'elles portent bien leur numéro d'agrément. Donc vous voyez, le kebab provient bien d'un établissement autorisé, agréé, avec une marque de salubrité. Donc DE, c'est le numéro qui dit que c'est le pays, c'est l'Allemagne, tout simplement, Deutschland, et le numéro d'agrément qui est donné par le service officiel allemand, tout simplement. Mais ce numéro d'agrément est-il vraiment une garantie de qualité sanitaire ? Souvenez-vous, le directeur de l'usine allemande que nous avons visitée, lui aussi disposait d'un numéro d'agrément attribué par les services officiels allemands. Pourtant, ses employés travaillaient la viande à main nue, en dépit de toutes les normes d'hygiène. Alors pourquoi les services sanitaires français se contentent-ils d'une simple vérification administrative ? Nous, à partir du moment qu'il y a une marque de salubrité dessus, ça veut dire qu'ils sont suivis par un service officiel, qu'ils sont reconnus par un service officiel. Il faut savoir que les services officiels eux-mêmes sont contrôlés par la communauté européenne et donc il y a une garantie d'application de la réglementation qui doit se faire dans ce sens-là. D'accord, ça je comprends bien, c'est le discours, mais comment on explique en Allemagne qu'il y a ces fameuses usines qui fournissent des kebabs en France, qui sont vraiment dans un état déplorable ? Je dirais ça, c'est un constat que vous pouvez faire. Nous, en tant que, service de contrôle, on n'a compétence que en France, et notamment même que dans le département. Mais en France, ce serait fermé, ces usines ? Ben, je ne les ai pas vues, donc je suis incapable de me prononcer sur l'état de conformité de ces usines. D'accord. Ok, très bien. Mais nous, a priori, à partir du moment où il y a une estampille sur le produit, nous, on fait confiance à l'organisme de vérification de l'État voisin, donc on n'est pas amené à pousser nos investigations plus loin. Malgré les contrôles, il peut donc arriver que certains produits alimentaires fabriqués à l'étranger soient très légalement distribués chez nous, alors qu'ils ne respectent pas les normes sanitaires. Ces problèmes d'hygiène sont récurrents dans la restauration rapide. Mais manger vite et pas cher est devenu une priorité pour beaucoup. Et le nombre de fast-food dans nos rues a littéralement explosé, plus 70% en 8 ans. Pourtant, jusqu'à récemment, aucun restaurateur n'avait encore pensé à lancer une chaîne consacrée à la plus rentable des spécialités culinaires. La crêpe. Rapide à préparer et pas cher, complète, avec jambon, œufs, fromage ou simplement beurre-sucre, la crêpe, c'est un repas complet pour moins de 5 €. Dans les grandes villes, on voit fleurir à chaque coin de rue de petites échoppes de crêpes. Car la crêpe, vous allez le voir, c'est tout simplement, et de loin, la plus rentable des spécialités pour la restauration. Nous sommes à Rouen, dans un centre commercial. Dans ce fast-food, on retrouve les mêmes menus que dans les autres chaînes de restauration rapide et les employés travaillent à une cadence effrénée. Mais dans cette enseigne, pas de hamburger ni de frites. Ici, on a tout misé sur la crêpe. Et ça marche. Il est midi, le restaurant bat son plein.
La clientèle est variée, des employés de bureau, des familles, chacun vient prendre sa pause déjeuner. Pour nous qui travaillons dans les bureaux avoisinants, c'est une très bonne formule. Les formules sont très bien faites et voilà, moins de 10 €, c'est bien. On a du mal à trouver moins de 10 € quand même en mangeant convenablement, hors sandwich, parce que maintenant quand vous voyez le prix d'un sandwich, plus une boisson, en fin de compte c'est à peine plus cher. Le menu à 10 €, c'est une crêpe salée, une crêpe sucrée et une boisson. C'est économique et pourtant, vous allez le voir, même à ce prix-là, les restaurateurs gagnent beaucoup d'argent. Car la crêpe, c'est le produit qui rapporte le plus dans la restauration. Tristan Poussard et Axel Le Pomelec sont à la tête de cette enseigne. Ils ont 35 ans et il y a 2 ans, ils ont créé ce fast-food qui compte déjà 3 restaurants en France. Axel et Tristan travaillaient dans la finance, ils ont tout quitté pour se lancer dans l'aventure avec toutes leurs économies. Et voilà. C'est des machines pas données, mais ce batteur-là, il tient 10 ans, donc il a quand même une durée de vie assez longue, et c'est notre principal outil de travail. Dans leur fast-food, la pâte à crêpes est faite maison. Elle est préparée en grande quantité la veille, et elle repose ensuite toute la nuit. Donc là, c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas en gâcher. Et on va mettre tout ça dans la chambre froide. Axel et Tristan achètent leurs ingrédients en France et même s'ils ont choisi des produits de qualité, la fabrication ne leur coûte pas bien cher. Pour une crêpe salée, l'ingrédient de base, c'est la farine de sarrasin. Pour la farine, c'est origine fabriquée en Bretagne, c'est très important pour nous. Il y en a qui proviennent maintenant de pays comme la Chine, tout le monde fait du sarrasin. Sauf que le savoir-faire français est bon et le goût s'en ressent. Alors c'est un peu plus cher. Une farine qui est plutôt industrielle, on est aux alentours de 1 € le kilo, ouais. Et là on est plutôt quasiment au double. Autre ingrédient important, le sel. Gros sel de Guérande de Bretagne, très important pour le goût. Il y a beaucoup de types de gros sel, il y en a des moins chers. Mais nous on considère que quand on fait de la crêpe et de la galette surtout, on utilise du gros sel de Guérande qui est bien meilleur et qui ajoute un goût. Mais le coût le plus important pour une crêpe salée, ce sont les œufs. Et là, le prix varie selon le cours du marché. Alors les œufs, là c'est un peu compliqué. On était en dessous de 10 centimes l'œuf. On est passé à 15 voire 20 centimes parfois l'œuf, parce que ça fluctue toutes les semaines. On vérifie toutes les augmentations de prix tout le temps. C'est hyper important pour nous. Mais au final, même en choisissant de bons produits, le coût de fabrication d'une crêpe reste très faible. Tristan et Axel ne s'en cachent pas. Le prix de revient d'une crêpe nous coûte entre 10 et 15 centimes la crêpe. La complète, on la vend à 6,30 € et en gros, la marge est aux alentours de 70 à 75 %. En clair, chaque fois qu'ils vous vendent une crêpe complète à 6,30 €, Axel et Tristan gagnent 4,40 €. Et c'est encore plus rentable avec la crêpe au sucre. La beurre sucre, on la vend 1,90 €. La marge, elle est assez élevée, du coup. Au-dessus de 80 %. 80 % de marge, soit 1,50 € de gain pour une crêpe au sucre vendue 1,90 €. Un record dans la restauration. Une crêpe au sucre, ça marche. Aujourd'hui, avec leurs 3 fast-food, les 2 entrepreneurs réalisent un chiffre d'affaires d'1 million €. Leur objectif, ouvrir une dizaine de restaurants d'ici 2015. Mais si Axel et Tristan encaissent déjà des très belles marges, ils ne sont pas les plus gourmands du secteur, car la crêpe, vous allez le voir, c'est un produit qui peut rapporter bien plus encore. Paris, au pied de la Tour Eiffel. Ici, des milliers de visiteurs se pressent chaque jour à l'ascension du monument le plus visité de France. Et parmi les commerçants qui profitent le mieux de cette manne touristique, il y a les marchands de crêpes. Dans cette petite boutique, par exemple, on trouve les crêpes parmi les plus chères de toute la capitale. 4 € pour une simple crêpe au sucre. C'est 2 fois plus cher que chez Axel et Tristan. Pour 4 €, on pourrait s'attendre à une crêpe de qualité, mais est-ce vraiment le cas? Cette cliente arrive de Montpellier. Elle visite la capitale en famille pendant quelques jours. Or, les crêpes, ça la connaît. Elle est crêpière de profession. Je vais la goûter, je vous dis ça tout de suite. Non. Un petit peu trop cru à l'intérieur, pas assez cuite, manque de parfum. Sur 10,
Allez, on va être généreux, on va dire 4,5. 4,5 sur 10, une très mauvaise note pour la crêpe la plus chère de Paris. Et en réalité, si cette crêpe n'est pas au goût de tout le monde, c'est parce qu'elle n'est pas exactement préparée avec les ingrédients habituels. Nous nous sommes fait passer pour des commerçants et en caméra cachée, nous avons essayé de questionner l'employé d'une de ces baraques à crêpes au pied de la Tour Eiffel. Moi, je vais vous prendre une beurre sucre. On n'a pas de beurre. Bon, sucre alors, c'est bien. Vous faites la pâte à crêpes? Non, c'est cuisinier. Vous les faites avec quelle farine? On s'y intéresse parce qu'on est, on s'intéresse à la crêpe. En fait, oui, ça gagne beaucoup, hein, les crêpes. Oh là là. Mais je lui dis, oh là là, si c'est mon privé, oh, je suis riche. Pour 4 euros, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et du coup, la crêpe à 4 euros, il y a une bonne marge. Oui, exactement. Ça, c'est cuisinier. C'est sûr. Elle est là, la cuisinière. Bonjour. On est en train de manger les crêpes et on se demandait en fait qu'elles étaient pas mal. C'est vous qui les faites? Oui. Ah, ok. Elle nous disait que vous utilisiez une farine un peu spéciale. Oui. C'est quoi comme farine? En fait, c'est les farines que le groupe utilise en fait. D'accord. C'est les farines, il y a tout mélangé dedans. Il y a tout mélangé dedans, c'est-à-dire? Les œufs, le lait et la farine. Et vous rajoutez juste... Que l'eau dedans. On déshydrate en fait. Ah, tout est prêt en fait. Déjà, en fait, il y a juste qu'à mélanger avec de l'eau. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et pourquoi vous utilisez ça et vous ne faites pas une pâte à crêpes vous-même? Parce que c'est plus avantageux financièrement. Et puis on gagne temps. Et vous le dites aux gens, ça, que vous utilisez la... Non. Le voilà donc le secret, fini les œufs et le lait à l'ancienne. Les marchands de crêpes qui veulent débiter des centaines de crêpes à la journée ont recours à une farine spéciale. Une farine qui en fait contiendrait déjà les œufs et le lait et à laquelle il suffirait de rajouter de l'eau. Pour en savoir plus, nous insistons auprès de la cuisinière. Elle nous explique que la cuisine où elle travaille se trouve tout à côté, sur une des péniches restaurants à Marais. Nous décidons de l'accompagner sur place. Ça vous dérange? Vous êtes le patron? Non, un responsable. En fait, on mange vos crêpes et elles sont délicieuses. Et en fait, on vient de Lille, on veut ouvrir une petite boutique. Donc, on voulait juste vous demander 2-3 conseils sur les farines, etc. Vous disiez que vous utilisez une farine qui permet de faire les crêpes plus rapidement. Ah ouais? Je peux l'avoir pour noter le nom? Ça, c'est directement avec notre économe. Il faut voir. Direction la cuisine où le cuistot nous présente le paquet de farine spéciale. Juste pour nous donner le nom, vous nous la montrez, puis après on y va. En fait, ça, comment ça se passe en 2 mots? Vous mettez... On met de l'eau dedans, puis voilà. Cette farine miracle, ce restaurateur n'est pas le seul à l'utiliser, bien au contraire. C'est un produit très répandu chez les crêpiers. On en trouve facilement chez les grossistes où les restaurateurs viennent s'approvisionner. Nous continuons de nous faire passer pour les propriétaires d'une crêperie. Dans le rayon des préparations pâtissières, le vendeur nous oriente vers cette farine spéciale. Aujourd'hui, elle est en promotion. Si vous en prenez 2, je prends 2 000 euros. D'accord, merci beaucoup. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, donc pour 5,27 €, on a 2,5 kilos. Ils doivent en faire 50. 50 crêpes? D'accord. C'est-à-dire qu'avec ça, on a 50 crêpes. Officiellement, ce produit porte le nom de mix farine. C'est une farine industrielle qui contient de la poudre d'œuf, des matières grasses laitières et des additifs. Ajoutez un peu d'eau et vous obtenez une pâte à crêpes au prix de revient imbattable. La crêpe coûte moins de 10 centimes d'euros. Sur les quais de Paris, les marchands de crêpes les revendront 4 €, soit 40 fois plus cher à leurs clients. Une marge qui frôle les 98%. Mais cette pâte industrielle a-t-elle vraiment toutes les qualités d'une pâte traditionnelle? Nous nous rendons à Maure, en Bretagne, à quelques kilomètres de Rennes, à l'école française de crêperie. C'est la référence de la crêpe pour les professionnels. Chaque année, 250 personnes sont formées dans cette école. Nous avons proposé à des élèves de comparer le fameux mix farine et une pâte à crêpes classique faite maison. Rapidement, des différences apparaissent. À gauche, la crêpe industrielle a une couleur plus foncée. Et à la cuisson, elle va se révéler beaucoup moins souple. Elle est plus difficile à travailler quand même. Hein. Oui, et une couleur beaucoup plus jaune. Ouais.
que traditionnel. Puis là, la spatule en inox, elle chauffe très vite, donc la pâte à crêpes elle colle. Il est maintenant temps de goûter. Pour notre test en aveugle, 4 élèves se prêtent au jeu. Devant chacun d'entre eux, nous disposons une crêpe industrielle et une crêpe faite maison. Nous avons collé des étiquettes sous les assiettes pour être sûr de les distinguer. Les candidats touchent les crêpes, sentent leur texture, ils les goûtent. Selon vous, il y a de la crêpe industrielle. Mettez la main dessus, oui. Voilà. Et leur verdict est unanime. Alors vous pouvez retirer vos bandeaux et retourner l'assiette que vous avez à la main. Donc vous avez la retourner complètement. Tous les élèves ont identifié sans difficulté la crêpe industrielle. Le goût est complètement différent. Ici, on a quelque chose qui est très neutre, qui n'a pas vraiment de saveur. Là, sur une pâte traditionnelle, on va ressentir en fait tous les arômes qu'on va apporter de vanille, de sucre, et puis en bouche aussi, on a quelque chose qui est moelleux, qui est fondant. Que là, on est sur quelque chose qui est plus sec, plus pâteux. Le mix farine donne apparemment des crêpes beaucoup moins savoureuses, mais quand on sait qu'il assure une rentabilité sans commune mesure, qu'en pensent ces futurs professionnels de la crêpe? La marge de la crêpe est suffisamment importante pour ne pas jouer sur 10 centimes sur chaque crêpe. Sur un marché de passage au pied de la Tour Eiffel, où on a des milliers de personnes par jour, fête foraine, où on ne va pas capter en fait une clientèle qui va chercher à revenir pour un goût ou pour un produit de qualité. Ok, ça passe très bien. Maintenant, en restauration, je ne suis pas convaincu que ce genre de produit attire beaucoup de monde. Réduire à tout prix le coût, une quête industrielle menée malheureusement au détriment du goût. Voilà, c'était déjà le dernier numéro de cette saison. Question à la Une vous revient en septembre prochain avec bien sûr une nouvelle série d'enquêtes inédites. D'ici là, portez-vous bien.